Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 11 août, lundi, bonjour. Le 10 août 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué une session d'urgence à New York à la demande du Royaume-Uni, de la France, de la Slovénie, du Danemark et de la Grèce afin de faire face à l'aggravation de la famine à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que l'expansion prévue des opérations militaires israéliennes constituait une « dangereuse escalade », qui représentait une grave menace pour les 2 millions de civils pris au piège dans l'enclave, ainsi que pour les otages israéliens toujours en captivité. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a dressé un sombre tableau de la « famine pure et simple », signalant que depuis le début de la guerre, 98 enfants sont morts de malnutrition aiguë, dont 37 rien que depuis juillet. Le ministère de la Santé de Gaza estime à plus de 61 000 le nombre de Palestiniens tués et à plus de 153 000 le nombre de blessés depuis le début des hostilités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a défendu le plan militaire visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, affirmant sa nécessité pour mettre rapidement fin au conflit et vaincre le Hamas. Pourtant, des responsables de l'ONU ont averti que cette initiative pourrait déclencher une nouvelle catastrophe humanitaire, alors que la situation quasi-famine à Gaza continue de s'aggraver. La session du Conseil de sécurité a reflété de profondes divisions. Tandis que les États-Unis maintenaient leur soutien au droit d'Israël à la légitime défense, les responsables européens et onusiens ont vivement critiqué l'intensification de l'offensive militaire et l'alourdissement du bilan humanitaire. Ils ont exigé des mesures urgentes pour élargir l'accès humanitaire et prévenir une famine généralisée à Gaza. En résumé, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité a mis en lumière la grave crise alimentaire à Gaza, avec une augmentation du nombre de décès d'enfants, un effondrement de l'aide humanitaire et l'inquiétude internationale face à une catastrophe humanitaire imminente alimentée par l'escalade militaire israélienne. La haute diplomate européenne, Kaja Kallas, a convoqué lundi prochain une réunion virtuelle urgente des ministres des Affaires étrangères de l'UE afin de discuter de la guerre en cours menée par la Russie en Ukraine et de la situation à Gaza. Elle a souligné que tout accord entre les États-Unis et la Russie devait inclure à la fois l'Ukraine et l'UE, le considérant comme un enjeu essentiel pour la sécurité européenne. Kallas a rappelé que le droit international est clair, tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine, avertissant que tout règlement qui n'impliquerait pas Kiev risquerait de perpétuer une future agression. Ces remarques font suite à une déclaration de dirigeants tels que Macron, Merz, Meloni, Starmer, von der Leyen et Stubb, qui ont collectivement affirmé que la paix ne pouvait être instaurée sans l'Ukraine, insistant sur le fait que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force, et que la ligne de front actuelle devait servir de point de départ aux négociations. Aujourd'hui, lors du sommet H2GEN, 3 dirigeants politiques, Fabrice Aman et Yvonne Cambray, ainsi que Bernard Balouet, membre actuel du Sénat du sommet H2GEN, ont organisé une réunion de délégués sur le thème « Trump et la démocratie européenne élabore un plan pour gérer une décision tarifaire avec 80% des composants ». Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Lors de la 2e journée du prestigieux sommet H2GEN à Paris, une réunion déléguée de haut niveau a été organisée autour d'un thème sensible. La coordination d'un plan entre l'ancien président américain Donald J. Trump et les représentants de la démocratie européenne face à une décision tarifaire affectant 80% des composants industriels stratégiques. Cette session, tenue à huis clos mais relayée partiellement en vidéo, a rassemblé 3 figures politiques de premier plan. Fabrice Aman, expert en diplomatie économique, Yvonne Cambray, présidente du Comité pour la transition technologique, et Bernard Balouet, actuel membre du Sénat du sommet H2GEN. Dans une séquence vidéo marquante, les caméras ont capté les premières minutes de cette réunion, dévoilant une atmosphère tendue mais résolue. Fabrice Aman a ouvert la session en soulignant l'importance de restaurer une logique de coopération face à ce qu'il a qualifié de « séisme tarifaire transatlantique ». Yvonne Cambray a insisté sur les conséquences sociales et environnementales d'un DE accent aigu et sans engagement industriel, appelant à une stratégie durable et partagée. Quant à Bernard Balouet, il a rappelé la responsabilité institutionnelle du sommet H2GEN dans la préservation d'un dialogue global équilibré. À l'issue de la réunion exceptionnelle tenue dans le cadre du sommet H2GEN à Paris, les représentants des institutions démocratiques de l'Union européenne et Donald J. Trump, ancien président des États-Unis, ont engagé une discussion stratégique sur l'impact des récentes décisions tarifaires concernant 80% des composants essentiels au secteur technologique et industriel transatlantique.
Dans un climat marqué par des tensions économiques croissantes et des chaînes d'approvisionnement sous pression, les deux parties ont reconnu l'urgence de coordonner une réponse équilibrée, pragmatique et fondée sur les intérêts mutuels. La décision unilatérale d'imposer des tarifs douaniers sur une large majorité de composants clés, en particulier dans les domaines de l'énergie verte, des semi-conducteurs et des équipements industriels, a suscité des préoccupations tant du côté européen qu'américain quant à ses conséquences sur l'innovation, l'emploi et la compétitivité globale. L'Union européenne démocratique a exprimé sa volonté de protéger ses marchés tout en préservant les fondements du libre-échange et de la coopération transatlantique. M. Trump, tout en défendant la souveraineté économique des États-Unis, a reconnu la nécessité de maintenir des canaux de dialogue ouverts et constructifs avec les partenaires européens. Les discussions ont permis de dégager une base commune en vue d'un plan d'action conjoint. Celui-ci inclura la création d'un groupe de travail transatlantique chargé d'évaluer l'impact des mesures tarifaires sur les écosystèmes industriels des deux blocs, avec un accent particulier sur les chaînes de valeur partagées. Les deux parties ont convenu de prioriser la transparence dans la communication des politiques commerciales, ainsi que d'instaurer une période de consultation de 90 jours avant toute mise en œuvre de nouveaux tarifs affectant plus de 60 composants critiques. Les parties ont également réaffirmé leur engagement envers un ordre économique international fondé sur des règles, dans le respect des accords multilatéraux existants. Elles ont souligné que la prospérité durable repose sur la stabilité des partenariats et la prévisibilité des règles commerciales. En ce sens, un appel a été lancé à l'Organisation mondiale du commerce pour initier un cycle de discussions techniques sur les biens industriels stratégiques d'ici la fin de l'année 2025. Enfin, le sommet a mis en lumière la nécessité d'une vision commune sur la transition technologique et énergétique, qui repose non sur des politiques protectionnistes, mais sur une coopération renforcée. Des efforts conjoints seront entrepris pour soutenir la production locale des composants sensibles tout en maintenant un niveau sain de commerce bilatéral. Une rencontre de suivi est prévue à Washington au début de l'année 2026. Les représentants ont salué le ton constructif des échanges et ont affirmé leur volonté de dépasser les divergences pour bâtir une stratégie commune, au service des citoyens des deux rives de l'Atlantique. Le reportage explore ces échanges et met en lumière les dynamiques politiques sous-jacentes à cette tentative de réconciliation économique. Il illustre également comment les tensions commerciales peuvent ouvrir, paradoxalement, de nouvelles voies de coopération. La séquence sera diffusée en intégralité dans le cadre du programme spécial « Diplomatie en direct » ce samedi soir. 3e chaîne française, le jour de l'information. Aujourd'hui au siège de l'ONU, commentaire aux médias de Samuel Zebogar, l'actuel ambassadeur de Slovénie auprès de l'ONU, au nom du E5, Royaume-Uni, Danemark, France, Grèce et Slovénie, sur la situation à Gaza. Hello, good morning. Good morning, everybody. Bonjour. Bonjour à tous. Nous, le Royaume-Uni, la France, le Danemark, la Grèce et la Slovénie, avons convoqué aujourd'hui une réunion urgente du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Nous condamnons la décision du gouvernement israélien d'intensifier ses opérations militaires à Gaza. Ce plan risque de violer le droit international humanitaire. Nous appelons Israël à revenir d'urgence sur cette décision et à ne pas la mettre en œuvre. Nous réaffirmons également que toute tentative d'annexion ou d'extension des colonies viole le droit international. L'intensification des opérations militaires ne fera que mettre en danger la vie de tous les civils à Gaza, y compris celle des otages restants, et engendrer de nouvelles souffrances inutiles. Cette semaine, le Conseil de sécurité a entendu le témoignage poignant d'Ita Davidid, frère d'Evatar Davidid, cruellement pris en otage par le Hamas le 7 octobre et détenu dans des conditions atroces à Gaza depuis plus de 22 mois. Son exposé a rappelé avec force que les souffrances des otages restants et de leurs familles doivent cesser. Le Conseil de sécurité a constamment appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Nous sommes clairs, le Hamas doit désarmer et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance de Gaza, où l'autorité palestinienne doit jouer un rôle central. Mais cette décision du gouvernement israélien ne contribuera en rien au retour des otages et risque de mettre davantage en danger leur vie.
Elle aggravera également la situation humanitaire déjà catastrophique à Gaza et risque de provoquer de nouvelles morts et des déplacements massifs de civils palestiniens. L'IPC a alerté sur la famine qui sévit à Gaza. Des enfants meurent de faim. La faim est si grave que des civils désespérés prennent le risque d'être tués sur les sites de distribution pour nourrir leurs familles. Cette crise est d'origine humaine et une action urgente est donc nécessaire pour endiguer la famine et acheminer l'aide à Gaza. Nous avons un message clair pour Israël: lever les restrictions à l'acheminement de l'aide afin de permettre à l'ONU et à ses partenaires humanitaires d'opérer en toute sécurité et à grande échelle, conformément aux principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Il est également essentiel que les agences d'information internationales puissent opérer à Gaza. Les exigences déraisonnables d'Israël en matière de visa et d'enregistrement doivent être supprimées et toutes les voies terrestres ouvertes pour l'acheminement des fournitures essentielles, notamment la nourriture, le lait maternisé, les médicaments, le carburant et l'eau potable. Après 22 mois de souffrance à Gaza, l'heure est à la diplomatie. Plus de guerre. Le cessez-le-feu du début d'année a montré ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'il y a une volonté politique. Il a mis fin au bain de sang. Les otages ont retrouvé leurs proches. Une aide humanitaire efficace est parvenue à ceux qui en avaient désespérément besoin. La conférence internationale sur la solution à deux États, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite le mois dernier, a démontré avec force la force de la détermination internationale à garantir un avenir meilleur et une paix durable pour les Israéliens, les Palestiniens et la région. Nous appelons les deux parties à obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération de tous les otages et à faire progresser d'urgence les efforts pour parvenir à une solution à deux États. Merci. Co-chaired by France and Saudi Arabia, was a powerful demonstration of the strength of international resolve to secure a better future and deliver long-term peace for Israelis, Palestinians, and the region. We call on both parties to secure an immediate and permanent ceasefire, the release of all the hostages, and to urgently advance efforts to achieve a two-state solution. Thank you. Can you just take a question? Is there No, we any cannot take plan, questions. European plan to get the talks back on? We'll speak inside. Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou défend le plan de prise de contrôle de Gazaville, affirmant qu'il constitue la manière la plus rapide de mettre fin à la guerre malgré une condamnation croissante à l'international. Netanyahou, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, a justifié l'opération comme essentielle pour vaincre le Hamas, démilitariser le territoire et libérer les otages, tout en assurant qu'elle ne vise pas à occuper Gaza, mais à la libérer. Il a précisé qu'environ 75% de la bande de Gaza est déjà sous contrôle israélien, et que la population sera déplacée vers des zones sécurisées dotées de nourriture, d'eau et de soins, sans toutefois détailler comment ces opérations de relogement se dérouleront. Les Nations Unies, à commencer par Miroslav Djenka de l'ONU, ont mis en garde contre une nouvelle calamité humanitaire, alors que Ramesh Rajashingam, chef de l'OCHA, a dénoncé que la situation dépasse désormais la simple pénurie de nourriture. C'est la famine, pure et simple. La communauté internationale, notamment le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, la France et d'autres pays, a exprimé une forte opposition, dénonçant une escalade dangereuse susceptible d'entraîner davantage de déplacements forcés, de morts et de destruction. Point. Parallèlement, les familles des otages et les manifestants en Israël dénoncent cette décision comme une catastrophe, soulignant qu'une telle offensive mettrait en péril la vie des otages encore détenus et aggraverait la crise humanitaire. Le vice-président américain J.D. Vance a vigoureusement repoussé les critiques sur la gestion par l'administration Trump des documents relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein, accusant les démocrates d'opportunisme politique et d'inaction durant leurs années au pouvoir. Dans une interview sur Fox News, il a affirmé que le président Trump exigeait une transparence totale sur ce dossier, tout en dénonçant les attaques concentrées sur son administration et non sur la précédente. Vance s'est étonné que les démocrates s'intéressent soudainement au fichier Epstein après 4 années de silence, tout en avançant sans preuve que des responsables démocrates auraient fréquemment séjourné sur l'île d'Epstein. Face à la pression publique pour la déclassification des documents, notamment après qu'un mémo du ministère de la Justice a rejeté l'existence d'un « client list » ou d'un meurtre maquillé, Vance a confirmé que l'administration cherchait à compiler et diffuser ces documents, avec les rédactions appropriées nécessaires pour protéger les victimes.
Lorsqu'on lui a demandé si une réunion récente avec la procureure générale Pam Bondi et le directeur du FBI Kash Patel portait sur l'affaire Epstein, il a nié en bloc, affirmant que le contenu de cette rencontre n'avait aucun lien avec Epstein, malgré des sources internes indiquant le contraire. Et maintenant les nouvelles sportives. La star du football Mohamed Salah a vivement adressé à l'UEFA après son hommage jugé trop laconique au joueur palestinien Souleymane Al-Obed, surnommé le « Pelé palestinien », tué dans la bande de Gaza. Dans son message, l'UEFA s'est contenté d'écrire sur X « Adieu à Souleymane Al-Obed, le « Pelé palestinien ». Un talent qui a donné de l'espoir à d'innombrables enfants, même dans les temps les plus sombres. Salah, surpris par l'absence de détails, a réagi en demandeur. « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ?» Selon la Fédération palestinienne de football, Al-Obed, âgé de 41 ans, a été tué par une attaque israélienne visant des civils qui attendaient de l'aide humanitaire dans le sud de Gaza. Il était largement admiré pour sa carrière exceptionnelle, plus de 100 buts, des performances marquantes pour l'équipe nationale palestinienne et sa réputation de symbole de résilience. Alors que l'UEFA n'a pas donné d'explications supplémentaires, la Palestine Football Association a publié une déclaration attribuée au président Alexander Sefrin, soulignant le talent d'Al-Obed et la tristesse de sa disparition, sans pour autant identifier les circonstances tragiques de sa mort. Salah, déjà engagé dans la promotion de l'aide humanitaire pour Gaza depuis le début du conflit, a ainsi utilisé son influence pour revendiquer davantage de transparence et de clarté dans le traitement de ce drame. Le match de pré-saison des Lions de Détroit contre les Giants de New York, vendredi, a pris une tournure sombre avec la blessure du linebacker James Houston. Houston, l'un des joueurs les plus performants de l'équipe la saison dernière, a subi une blessure apparemment grave au cours du match. La blessure est survenue au deuxième quart-temps, lorsqu'il a été impliqué dans une collision alors qu'il tentait de plaquer le quarterback des Giants, Tyrod Taylor. Houston est resté sur le terrain plusieurs minutes, visiblement en souffrance, avant que les secours ne se précipitent à ses côtés. Une ambulance a été appelée sur les lieux et le joueur a ensuite été évacué du terrain sur une civière. Les Lions et le personnel médical ont rapidement pris des précautions, mais la gravité de la blessure de Houston restait incertaine à ce moment-là. Le staff technique des Lions et la direction de l'équipe ont exprimé leur soutien à Houston, et les supporters attendent des nouvelles de son état de santé. La blessure de Houston a assombri les performances de pré-saison des Lions, qui espéraient consolider leur solide performance de la saison dernière. La NFL et les Lions n'ont pas communiqué de détails précis sur la blessure de Houston ni sur le calendrier de son retour. Cet événement a une fois de plus relancé les discussions sur la sécurité des joueurs et les risques liés à l'impact du football américain. Samedi, lors d'un match palpitant de championnat EFL, Birmingham City a remporté une victoire spectaculaire 2-1 contre Ipswich Town, grâce à un but tardif de l'attaquant Lukas Jutkiewicz. La rencontre, disputée à St Andrews, a vu les deux équipes se livrer une lutte acharnée tout au long du match, Birmingham revenant au score après qu'Ipswich ait pris l'avantage en début de seconde période. Ipswich avait dominé la possession de balle en première période, mais c'est Birmingham qui a ouvert le score grâce à un centre brillant de Jérémy Bella qui a servi Jutkiewicz pour une tête qui a donné l'avantage aux locaux 1-0 juste après la pause. Cependant, Ipswich a réagi rapidement en égalisant à la 59e minute grâce à l'attaquant Connor Chaplin qui a profité d'une erreur défensive pour marquer. Alors que le match semblait se terminer sur un match nul, la détermination de Birmingham a payé. Dans les derniers instants de la rencontre, Jutkiewicz a inscrit son deuxième but, suite à un cafouillage dans la surface sur un corner. Ce but a enflammé le public et Birmingham a tenu bon pour remporter les 3 points. Cette victoire était importante pour Birmingham, car elle lui a permis de remonter au classement, tandis qu'Ipswich, malgré une belle performance, est reparti bredouille. Cette victoire a également marqué un tournant personnel pour Jutkiewicz, dont le doublé a été déterminant pour assurer la première victoire de son équipe cette saison. Après le match, l'entraîneur de Birmingham, John Eustace, a salué la résilience de son équipe et a souligné l'importance de marquer des points cruciaux en début de saison pour créer une dynamique. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.